Donc, je vais passer la parole sans tarder à M. Tchatey qui va nous parler de cette initiative de Montreux, qu'on appelle le document de Montreux, qui a été lancé à l'initiative de la Suisse et du CICR. Donc, il va nous dire à la fois ce qu'il en est et puis autre chose, s'il le souhaite, bien sûr. Merci pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici et également d'intervenir aux côtés d'experts reconnus. Alors évidemment, ma tâche est pas évidente en soi dans la mesure où je suis plutôt un partisan du travail de M. Gomez del Prado et du projet de convention que d'autres initiatives que je suis censé commenter. Donc je ferai un petit peu l'avocat du diable en quelque sorte, même si j'ai pu suivre de près ces récents développements. Alors, les tentatives de régulation des sociétés privées militaires se sont articulées autour de trois axes essentiels. Le premier, et qui mérite toute notre attention, c'est le projet de convention qui a été évoqué précédemment. Et il y a deux autres axes de régulation qui sont d'une part le document de Montreux et d'autre part des codes de conduite. Et je vais aborder très rapidement ces deux vecteurs de régularisation, de réglementation de ce phénomène finalement de privatisation aussi de la conduite des hostilités, de la guerre, même si ce n'est pas seulement ce type d'activité que les sociétés en question entreprennent. Alors, le premier texte, le document de Montreux, a été lancé en 2006 à l'initiative de la Suisse et du CICR pour diverses raisons, peut-être liées au fait qu'il y avait une volonté d'assurer une bonne application des conventions de Genève, dans la mesure où la Suisse est étroitement et un petit peu le gardien de cette convention, mais il y a probablement d'autres raisons qui peuvent nous échapper. Quoi qu'il en soit, alors évidemment, les mauvaises langues pourraient y voir une sorte de réminiscence du passé et un lien de la Suisse qui renouerait avec une tradition de soldats privés, mais disons que c'est peut-être un petit peu facile. Quoi qu'il en soit, c'est la Suisse qui a pris l'initiative pour lancer ce document de Montreux. Alors, ce document de Montreux est intitulé « Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises privées, des entreprises militaires et de sécurité privée opérant pendant les conflits armés ». Donc c'est toujours plus simple de parler du document de Montreux vu son titre à rallonge. L'idée est de poser les obligations, de clarifier les obligations essentiellement des États à l'égard des sociétés privées, mais également des sociétés privées en tant que telles, bien que de façon plus indirecte. Alors, ce document est composé de deux séries de dispositions. La première série vise... C'est un document assez long, qui est assez détaillé, mais qui fait une trentaine de pages, et donc qui contient deux séries de deux parties. Une partie qui se focalise sur les obligations juridiques internationales régissant les entreprises privées militaires, et une seconde partie qui est consacrée aux bonnes pratiques, donc qui vise un petit peu à détailler le contenu des obligations. Alors, ce document appelle un certain nombre de remarques. La première, ce document n'est pas contraignant, d'où la nécessité de prolonger l'effort d'un projet de convention dans la mesure où ce texte appartient au registre des documents qui ont une vocation à la réglementation, mais qui sont dépourvus en tant que tels de force contraignante. C'est le premier point. En revanche, évidemment, malgré l'absence de valeur juridique contraignante, ce document est intéressant dans le sens où il permet de contextualiser les obligations des États dans le domaine spécifique des entreprises militaires et de sécurité privée. En d'autres termes, les obligations existantes de l'État sont ici clarifiées, précisées
dans le contexte plus spécifique des entreprises militaires et de sécurité privée. Donc même si le texte est en lui-même pas formellement contraignant, il rappelle des obligations préexistantes. Donc ça peut avoir un intérêt, en tout cas de clarification. Comme l'a dit M. Gómez del Prado, il y a un besoin de clarification des obligations internationales à l'égard de ces nouveaux acteurs des conflits armés. Donc, la première partie sur les obligations internationales est assez classique, pour ne pas dire conservateur. C'est vraiment une approche très traditionnelle du droit international où on envisage la question sous l'angle de l'État. Donc, c'est toujours un petit peu paradoxal d'envisager le comportement d'un acteur non étatique par référence à l'État, mais ça montre bien l'état de développement de la société internationale qui reste encore très largement étato-centré finalement. Et pour cause, on parle d'acteurs non étatiques pour finalement séparer le monde. Il y a les États et les non-États finalement. Donc le droit international est encore le reflet de cette construction très étatique du monde. Et évidemment, le contenu de ce droit international reflète ces conceptions qui visent surtout à protéger l'État et à faire de l'État un vecteur d'autorité. Et dans cette logique, le document de Montreux distingue les obligations en fonction de différentes catégories d'États: État contractant, État territorial et État d'origine. État contractant, donc l'État qui fait appel à une société privée et qui contracte donc avec celle-ci. L'État d'origine, c'est l'État dans lequel la société est enregistrée. On parle même immatriculée. C'est l'État de nationalité des personnes morales, finalement. Et ensuite, l'État territorial, c'est l'État sur le territoire duquel se déroulent les activités. Et donc, le document permet de préciser, de spécifier les obligations internationales de chacune de ces catégories d'États de façon, là encore, ce n'est qu'une redite d'obligations existantes. Donc ça a une mérite de clarifier les choses et l'avantage de se fonder sur du droit existant et donc contraignant pour les États en question. Et pour vous citer peut-être qu'un seul exemple, l'obligation de l'État de poursuivre, parce que c'est là une source de difficulté majeure, l'obligation pour l'État de poursuivre les personnes qui auraient commis des violations, des infractions graves aux conventions de Genève et autres crimes liés au droit international humanitaire notamment. Donc ces obligations sont détaillées de l'État, mais il y a quand même une section consacrée aux entreprises privées en tant que telles, qui rappelle, parce que après la présentation de M. Gómez del Prado, on s'aperçoit bien que ce rappel n'est pas inutile. Le document rappelle que les sociétés doivent respecter les règles du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui leur sont imposées aussi bien dans le droit interne que dans le droit international. Et ce rappel de principe est finalement assez salutaire vu les comportements et violations qu'elles ont commises par le passé. Et pour le reste, elle pose des obligations qui visent vraiment à s'assurer du respect effectif par les entreprises du droit humanitaire et des droits de l'homme, obligation de formation du personnel, c'est un aspect assez crucial au demeurant, obligation de respecter les personnes civiles, le statut de prisonnier de guerre, etc. Il est pour le reste rappelé que là c'est également un point intéressant et important, que les supérieurs hiérarchiques des membres des personnels de ces sociétés ont une responsabilité civile et surtout pénale
lorsque les actes qui ont été commis sous leur autorité constituent des crimes de guerre et autres violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Donc voilà pour cette première partie du document de Montreux qui vise vraiment à rappeler le droit existant, mais à le contextualiser pour mieux s'adapter aux spécificités de ces entreprises. Et ensuite, la seconde partie est consacrée à des bonnes pratiques, et ces bonnes pratiques visent finalement à entrer davantage dans le détail, mais aussi perdent finalement de valeurs contraignantes dans le sens où elles sont progressivement détachées de leur base légale et donc des traités en question. Il s'agit plutôt d'essayer de trouver un cadre non contraignant, mais qui vise à promouvoir des bonnes pratiques dans les différents domaines, l'usage des armes à feu, pour vous donner un exemple, ces bonnes pratiques sont d'ailleurs extrêmement développées. Il y en a une qui pourrait retenir notre attention, où c'est les bonnes pratiques pour les États qui vont contracter avec des sociétés. Et il rappelle un point qui peut sembler un petit peu ironique, mais les États devraient envisager de s'assurer que le prix le plus bas n'est pas le seul critère retenu pour la sélection des entreprises en question. Donc ça nous rappelle aussi que il y a évidemment derrière un souci tout à fait louable de promouvoir et d'assurer une meilleure prise en compte du droit international humanitaire. On voit très bien que les considérations purement financières ne sont pas non plus étrangères à ces initiatives et à celles-ci en particulier. Alors voilà pour ce document de Montreux, qui une fois encore a une vertu essentiellement pédagogique finalement, c'est-à-dire d'essayer de montrer que le droit international, que le droit existe et qu'il peut être appliqué aux sociétés privées militaires. Donc il y a un rôle, même si ce texte n'est pas formellement contraignant, il a un rôle pédagogique pour assurer et montrer que le droit international n'est pas totalement impuissant face à ce phénomène, parce que finalement, le vide juridique n'est pas si substantiel que cela. Le vide essentiel n'est pas tant dans l'existence des normes en tant que telles que plutôt dans leur mise en œuvre effective par les entreprises. Et donc cet effort de clarification, de contextualisation est extrêmement important, de manière à montrer que le droit international est en mesure de s'adapter à une réalité nouvelle qu'est la privatisation de la guerre. Un autre mode de régulation en dehors du document de Montreux, là peut-être plus contestable, plus contestable juridiquement parlant, c'est le Code de conduite international des entreprises de sécurité privée, qui a été adopté en novembre 2010, toujours sous l'initiative de la Suisse, qui joue un rôle décidément clé dans ce domaine et plus important que n'importe quel autre pays au demeurant. Ce code de conduite est différent dans la mesure où le document de Montreux a été élaboré par des experts des États essentiellement, tandis que le code de conduite, lui, a surtout été élaboré par les entreprises elles-mêmes. Alors évidemment, c'est toujours le risque quand on se donne la possibilité de créer soi-même son droit. Ça amène à un degré de précision et finalement d'engagement qui est qui est souvent nettement moins important. Mais c'est une méthode qui est devenue assez récurrente depuis les années 80. Les entreprises multinationales essayent de développer ces codes de conduite. Il y a eu Levi's, Nike et autres. Alors souvent, ces codes de conduite ont des objectifs, et c'est cela un petit peu la faille, parce qu'on arrive difficilement à distinguer l'opération de communication de la réelle volonté de responsabiliser et de se responsabiliser soi-même. Et souvent, d'ailleurs, ces codes de conduite arrivent après un scandale retentissant
C'est toujours difficile de dresser une ligne exacte entre la réelle volonté de s'auto-réguler à travers ces codes, que les entreprises se régulent elles-mêmes, et tout simplement la volonté de racheter une conduite et de participer à une opération de communication comme savent très bien le faire les entreprises multinationales. La conduite des hostilités étant devenue un objet d'affaires, les sociétés privées militaires utilisent finalement les mêmes outils, les mêmes ficelles, si je peux me permettre, que les autres grandes entreprises multinationales. Mais cela étant dit, malgré toutes les limites que peuvent impliquer ces codes de conduite, ils ont là encore une vertu qui vise, qui est surtout de participer à la prise de conscience de l'existence de règles de droit. Et c'est là peut-être l'élément le plus important, même s'il ne faut pas être totalement dupe des objectifs plus commerciaux que juridiques poursuivis par ces codes. Il n'empêche que ça participe à un débat et ça participe à une prise de conscience collective et surtout des principaux concernés de la nécessité d'adopter un comportement en adéquation avec les normes de droit international. Et ça, c'est peut-être important, mais faute de valeur contraignante et étant principalement rédigé par les intéressés, c'est vrai que le texte perd de sa portée et de sa valeur juridique. Et comme on le voit, on a assisté durant ces dernières années à une frénésie normative autour des sociétés privées militaires avec différentes initiatives émanant des sociétés elles-mêmes, émanant des États, de l'ONU également. L'enjeu, les normes, l'enjeu ici réside plus dans le rappel et la clarification du droit existant que dans la création d'un nouveau corps de règles. Donc c'est important de le rappeler, dans la mesure où il ne s'agit pas de créer des nouvelles règles et donc simplement de faire un effort d'interprétation et d'adaptation. C'est le premier point parce que c'est important pour ne pas donner aussi l'impression qu'il y aurait que ces sociétés évolueraient dans un vide total. Il y a un certain nombre de normes, mais qui méritent d'être adaptées aux particularités de ces nouveaux acteurs. Alors, en dehors du vide normatif qui peut être très vite comblé par un effort d'interprétation, il y a par contre une incertitude importante qui a été évoquée d'ailleurs précédemment, c'est l'impunité. L'enjeu aujourd'hui n'est pas tant dans l'existence des normes que dans leur mise en œuvre effective et dans la sanction des personnes coupables de crimes internationaux. La question de l'impunité, elle se situe finalement, à mon avis, à deux niveaux. L'impunité des sociétés elles-mêmes, qui pose problème, surtout dans la mesure où la guerre est en train de devenir une industrie, alors que ce n'est pas une industrie comme une autre. Et là, évidemment, une fonction régalienne traditionnelle, en principe interdite au demeurant, mais toujours possible en cas de légitime défense, le fait de faire la guerre tendant à se privatiser, se pose la question de l'impunité des sociétés en tant que telles, mais aussi des États. Pourquoi les sociétés privées apparaissent-elles aujourd'hui? Évidemment, le mercenariat a une longue histoire, mais pourquoi en Irak, en Afghanistan et ailleurs, on recourt aussi fréquemment à ces sociétés? À qui profite, si je peux me permettre, le crime? Est-ce que c'est vraiment aux sociétés privées? Est-ce que ce n'est pas aussi et surtout un moyen pour les États d'échapper à leurs propres responsabilités? Il y a, à mon avis, une interrogation aussi sur l'usage de ces sociétés privées. Est-ce que cette privatisation
n'est pas un moyen pour l'État de contourner ses propres responsabilités en ce domaine. Et là, c'est un point, à mon avis, qui est absolument crucial et qui mérite une réflexion approfondie. Et là, évidemment, on est face aux contradictions qui traversent le droit international d'aujourd'hui et la société internationale, qui est conçue par référence à l'État et qui tend à être dépassée par de nouveaux acteurs. On parle aujourd'hui de société privée, mais il y a un grand nombre d'autres acteurs non étatiques qui prennent une importance cruciale. Donc, mon sentiment par rapport à ces sociétés privées militaires, il est, en dehors des questions purement juridiques, il est mitigé dans le sens pour quelles raisons les États cherchent-ils à développer ces sociétés-là? Est-ce que ce n'est pas un moyen de contourner et d'échapper à leurs responsabilités d'une part, mais de manière plus générale, est-ce que ces sociétés ne sont pas aussi le reflet des limites du monde d'aujourd'hui qui a été pensé par référence à l'État, et dès lors qu'il s'agit de s'adapter à des entités non étatiques, peine à trouver un support aussi contraignant que peut l'être le droit international classique. Donc là, il y a, à mon avis, des réflexions sur la notion même d'impunité et sur le jeu des États dans cette banalisation des sociétés privées militaires, d'autant que cette banalisation est surtout le fait de certains États. Donc évidemment, les enjeux géopolitiques sont clairement posés. Est-ce que le fait que ces sociétés soient essentiellement occidentales participe à un équilibre des pouvoirs nord-sud? C'est évidemment la question qu'on se pose tous. Est-ce que ce n'est pas qu'un moyen indirect d'assurer une nouvelle mainmise, finalement, de certains pays? En privatisant la guerre, on s'assure que, finalement, celle-ci sera menée de façon aussi efficace que les États concernés le souhaitent, mais aussi en s'assurant un avantage comparatif, certains États n'ayant pas les moyens de pouvoir faire appel à ce type de service. Donc évidemment, il y a des enjeux juridiques évidents, mais il y a à mon avis des enjeux géopolitiques autrement plus interpellants et peut-être même plus fondamentaux sur la société internationale d'aujourd'hui, mais surtout sur la société internationale de demain. Je préfère m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.